matin. Bonsoir, mesdames, messieurs. Mais écoutez, on va essayer de répondre à la demande des organisateurs de ce festival, de cette conférence. Je notais toutefois que l'organisation nouvelle des régions n'est pas encore complètement au point, puisqu'il y a un régional de l'étape, alors que moi-même j'arrive de Bordeaux, n'est-ce pas, et que j'habite sur le bassin d'Arcachon. Donc, il y a quand même quelques affinités. Bon, voilà. Donc, ce que l'on m'a demandé, alors personnellement, donc, ça a été dit, je ne vais pas passer beaucoup de temps à ça, mais simplement pour vous dire que ça fait de nombreuses années que je travaille sur les questions de tourisme et sur les questions de développement durable, puisque j'ai fini ma carrière au ministère de l'écologie en tant qu'inspecteur général, et j'ai eu l'occasion de travailler pendant un bon moment avec mon ami Yann, qui lui-même était dans le ministère d'en face, puisqu'il était à l'écologie quand j'étais à l'équipement. Et on a fait de tout ça, on a fait un seul et même ministère, vous voyez, on était fait pour s'entendre. Donc, ce que je voulais vous dire, c'était donc essentiellement de vous parler de cette approche du tourisme durable et du rôle de la nature dans ce tourisme, pour qu'on parle de la même chose. Parce que le tourisme, quand on en parle, on a tous une idée assez précise de ce que c'est, et puis de son évolution et son histoire. Pour aller vite, vous vous rappelez certainement, vous savez que le tourisme, en fait, a démarré au XIXe siècle. C'était un tourisme de villégiature pour des gens fortunés. La Côte d'Azur, Biarritz, etc., etc. Puis ils sont arrivés, je vais très vite, hein, je fais ça à bras raccourcis, les congés payés, on est passé sur l'accès aux vacances pour le plus grand nombre, avec... D'ailleurs, à cette époque-là, pour ceux d'entre vous qui en ont entendu parler, en tout cas moi c'est ce que me racontaient mes parents qui l'ont vécu, c'était quand même l'appel de la nature, parce qu'il n'y avait pas grand-chose en termes de capacité d'accueil, en termes d'infrastructure, etc. Donc c'était essentiellement du camping, etc. C'était presque ce dont on voudrait parler aujourd'hui, hein. Comme quoi l'histoire n'est jamais qu'un éternel recommencement. Et puis sont arrivés, je dirais, le tourisme consumériste, c'est-à-dire à partir des années 50, avec l'élévation du niveau de vie, le tourisme de masse, puis les grands plans d'aménagement, le littoral, hein, la mission Racine, avec ce que ça a donné sur la Méditerranée. Et de l'autre côté, pour moi ici... on en parle souvent, c'est la MIACA avec la mission sur la région Aquitaine à l'époque, qui avait permis, enfin qui avait un peu changé, mais qui avait permis de tenir compte de problèmes un peu naturels liés à cet espace-là. Donc, il y a eu cette évolution qui continue d'ailleurs, parce que quand vous prenez les chiffres du tourisme mondial, on vous dit toujours c'est en train d'augmenter, c'est très important. On est aujourd'hui pratiquement à quelque chose comme 1,5 milliard de touristes et qu'on dit on va vers les 2 milliards dans quelques temps, pour 2030 à peu près. Hein. On oublie aussi, et ça c'est parce que j'ai été moi-même élu aussi, donc je l'ai vécu sur le bassin d'Arcachon. Quand vous occupez de tourisme, c'est quelque chose qui n'est pas très, comment je veux dire, valorisant, j'allais dire, en tant qu'élu, parce que on s'occupe essentiellement des problèmes d'environnement. Je parle des élus locaux, hein, puisque j'étais en fait élu local. On parle surtout des problèmes de quartier, de conditions de vie des gens, etc. Par le tourisme, écoutez, le tourisme, ça vit tout seul, ça se passe tout seul, ça se passe bien. On ne va pas s'embêter avec ça, et puis c'est toujours un peu la chose qu'on y est très attentif, mais c'est la chose qu'on laisse un peu de côté. Or, quand on regarde, j'étais aujourd'hui à une autre réunion à Bordeaux sur l'érosion côtière, au Conseil régional, avec le GIP littoral, dont d'ailleurs la Charente-Maritime fait partie, à partir de ces jours-ci, ce qui est très bien, c'est une bonne chose. Où on traitait des problèmes du devenir donc du littoral et de la reconversion des activités. Et un des sujets majeurs, c'était le tourisme. Parce que beaucoup de communes sur le littoral
vivent pour partie de ce tourisme. Donc c'est quelque chose qui est quand même très important. Et je me rappelle que dans le passé, j'avais fait un rapport en tant qu'inspecteur général avec le ministère des Finances sur ce que ça représentait. Et en fait, tout le monde avait été surpris parce que le tourisme est une des activités majeures du pays et c'est aussi une activité majeure dans le monde. Quand vous prenez les chiffres de l'OMT ou que vous prenez les données du World Trade Tourism Council, vous arrivez à des chiffres qui sont quand même assez faramineux parce que, par exemple, le World Trade Tourism Council vous dit que ça représente 8800 milliards de dollars US dans le monde, le tourisme. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose de simple. Ça représente en fait quelque chose comme 10% du PIB, l'équivalent du PIB, le GDP au niveau mondial. En France, le tourisme représente 6% du PIB et ça fait 160 milliards d'euros de recettes en termes de consommation. Ça veut dire que c'est une des activités majeures du pays par rapport à ça. Donc, quand on parle de tourisme et que l'on commence à regarder ce que ça veut dire localement, et ça représente aussi en termes d'emplois, en France, c'est à peu près 1 million d'emplois directs et on parle de 2 millions d'emplois, y compris indirects. Quand on commence à parler de ça, les modifications ou, je dirais, les évolutions qui se font en matière économique, le tourisme est quelque chose à la fois d'important mais de fragile. Si vous avez une marée noire sur le littoral comme celle qu'on nous annonce là, heureusement apparemment ça ne sera pas trop grave, j'espère, mais ça on pourra peut-être en parler, il est plus près que moi. Non, quoique moi je suis sur le bassin d'Arcachon, donc je suis aussi près que toi de la mer. Il y a des menaces par rapport à ça et ça touche vraiment une économie locale avec des conséquences assez graves. L'évolution là, qui est prévue à l'heure actuelle dans ce domaine-là, elle est, comme je vous disais, en croissance de l'ordre de 4% par an au niveau mondial. Quand vous dites ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir des transports supplémentaires par avion, vous allez avoir des fréquentations importantes sur des sites remarquables, ce qu'on appelle de l'overtourisme maintenant. Vous connaissez les histoires Venise, Barcelone, Bordeaux maintenant, qui se met à dire on ne veut plus de Parisiens, on ne veut plus de touristes, etc. Alors qu'à certains endroits, par contre, on serait ravis d'en avoir davantage. Donc, et l'émergence de classes moyennes dans des pays nouveaux, important, je pense à la Chine par exemple. La Chine, si vous prenez 10% de la population chinoise qui accède aux classes moyennes, ça fait 150 millions de personnes qui sont en mesure de pouvoir partir. Donc, c'est quand même pas quelque chose de négligeable. Donc, il y a une réflexion à avoir déjà sur la manière dont on gère ça, avec quelles infrastructures, etc. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, avec le changement climatique, on est tous conscients qu'il faut qu'on fasse des efforts dans nos comportements de consommateurs, de producteurs, etc. Bon, là aussi, je passe très vite parce que ce sont des choses que vous connaissez, qui ne sont que des aspects du sujet. Mais le tourisme est directement concerné par ça, parce que le tourisme est une activité transversale, au sens que les gens viennent bien sûr pour être en vacances, des loisirs et autres, mais si vous regardez bien tous ceux qui travaillent dans le tourisme, ça part des artisans qui construisent des bâtiments ou autres, des aménagements, des restaurateurs, des hôteliers, des transporteurs, des taxis, des bus, la SNCF, enfin, on connaît tout ça par cœur, toute une série de choses, des paysagistes, des
des loueurs de matériel, des vélos, des skis, enfin ce que vous voudrez. Enfin, mais ça représente beaucoup d'activités. Et en réalité, si on ne fait pas d'efforts sur l'ensemble de ces secteurs-là ou de ces activités-là, on ne va pas modifier les comportements au-delà du consommateur lui-même. Donc, je crois que la première des choses qu'il faut qu'on se dise, c'est le tourisme durable, enfin, ou plutôt la question qu'on doit se poser, le tourisme durable, c'est quoi, très précisément? Et est-ce que c'est une niche, par exemple, un segment supplémentaire, hein, comme par exemple, je ne sais pas, la randonnée, enfin des activités, le ski à montagne ou autre. En réalité, pas du tout. Moi, enfin, en tout cas, ma perception du tourisme durable, c'est ça. Hein, vous voyez, c'est en fait quelque chose qui n'est pas segmenté. Si vous prenez les pétales de cette fleur, vous regardez, vous voyez que à peu près tous les éléments du tourisme peuvent être des éléments de tourisme durable. Je vous dis ça parce qu'il faut qu'on soit d'accord. Au début, on parle d'écotourisme, on parle de tourisme responsable, on parle de comportement, enfin je veux dire, de tourisme naturel. Okay. En réalité, si on veut vraiment aller dans la notion de durabilité au sens du développement durable, c'est tout le tourisme qui doit répondre à l'éthique du développement durable. Donc rien n'est à part dans ce domaine-là. Alors, à partir de là, si on se met à regarder un petit peu la problématique du tourisme dans ce domaine-là. D'abord, le tourisme, c'est quelque chose d'ambivalent. Pourquoi? Parce que le tourisme, ça a deux aspects. Un, ça peut être quelque chose, je dirais ce qu'on appelle le business as usual, c'est-à-dire on fait du business avec, hein, et donc on ne s'inquiète pas trop de l'environnement même du tourisme du moment qu'on répond à l'attente du client. Alors ça peut vous endommager des zones naturelles, ça peut augmenter le coût de la vie dans les zones touristiques sous pression, ça peut consommer de l'eau, de l'énergie, enfin des ressources naturelles, ça peut polluer, ça peut créer des déchets. Donc ça, c'est tout le versant négatif du tourisme lorsqu'il n'est pas ou lorsqu'il est mal régulé. En sens inverse, c'est un moyen qui, par les ressources qu'il apporte, peut déjà aider à réduire la pauvreté. C'est un sujet important dans les pays en développement. C'est également, et ça peut-être Yannick pourra vous en parler très largement, c'est un moyen de protéger des zones naturelles. C'est également un moyen de fournir un niveau de vie supplémentaire ou des ressources supplémentaires. J'ai travaillé dans le passé sur le tourisme rural. Eh bien, et c'est paradoxal parce que dans les années 80, on faisait des grands plans neige et des grands plans littoral. Et j'étais à ce moment-là à la data, et on se préoccupait de voir comment on pouvait améliorer, ou en tout cas faire en sorte que l'espace rural soit un espace touristique, de par justement la qualité de ces paysages. Enfin, vous voyez ce que ça voulait dire. Hein. Donc, en fait, le tourisme peut apporter un élément supplémentaire, en plus de l'échange que ça permet entre les acteurs. C'est un élément qui peut être positif dans le développement d'un territoire. Donc, il faut tenir compte de ces deux aspects et en particulier, ce qu'il faut voir au niveau du tourisme, en tout cas dans une forme de tourisme, c'est que, notamment en France, la nature joue un rôle particulièrement important. Si nous sommes un grand pays touristique, c'est certes parce que nous avons un patrimoine culturel, une histoire, etc., mais aussi c'est parce que nous avons une très grande variété de paysages par rapport à cela et que les gens sont demandeurs de ça. Hein. Alors, peut-être pas le Chinois qui vient pour la première fois en Europe et qui ne rêve que d'une chose, c'est de monter en haut de la Tour Eiffel
évidemment, et puis peut-être d'aller dans les vignobles de Bordeaux, s'il a eu l'occasion de déguster du vin, si la promotion du vin de Bordeaux en Chine a réussi. Mais quand vous prenez par exemple les Européens, eux, quand ils viennent pour être sur des espaces, alors des l'héliotropisme, sur la plage, sur le littoral, etc., mais ils viennent aussi beaucoup pour être dans nos espaces naturels et nos espaces protégés. Donc ça, ce sont des éléments très importants. Et pour rester sur cette question de nature, là aussi, il faut faire une distinction. Il y a deux types de nature. Il y a des espaces naturels remarquables. Et on pourra en parler avec les grands sites. Il y en a un au Marais Poitevin, j'en ai un chez moi, c'est la dune du Pilat, mais il y en a d'autres. Hein. Et ça, ce sont des sites remarquables qui sont connus, qui ont une notoriété et qui sont, je dirais, gérés et qui génèrent des ressources, donc, et qui sont protégés. Et puis à côté de ça, vous avez une nature qui est une nature ordinaire, celle des paysans du monde rural, qui est très fragile, elle aussi, et qui, par contre, n'a pas de ressources particulières pour sa protection. Hein. Quand on passe, par exemple, aux terrasses du Larzac ou autres, remonter des terrasses comme les remontaient nos anciens quand ils habitaient à la montagne, aujourd'hui, ça coûterait particulièrement cher. Or, pourtant, ça fait partie du paysage, ça fait partie de l'attractivité. Alors, il y a une série, enfin, il n'y a pas une série, il y a des organisations qui s'occupent de ça avec le peu de moyens. Je pense en particulier à la Fédération de randonnée pédestre. La Fédération de randonnée pédestre, par son travail sur les sentiers de randonnée, etc., participe à l'entretien de ces espaces. Mais c'est, je dirais, quelque chose qui n'est pas aussi bien protégé que peuvent l'être les grands sites remarquables que nous avons en France ou dans le monde. Hein. J'ai pris la France parce que pour nous, c'est plus facile. Et puis, il y a une autre particularité aussi, qui est toujours dans une dimension économique, c'est que chez nous, et c'est une philosophie, je dirais une doctrine, c'est que l'accès à la nature est libre. Alors que vous avez des pays où l'accès est payant, quand vous allez quelque part. Alors ça ne veut pas dire que chez nous on ne paie pas, hein, mais on paie des services, on ne paie pas la nature. Si vous venez chez moi à la dune du Pilat, vous allez payer le parking du Pilat. Mais vous n'allez pas payer le fait d'aller sur la dune ou de séjourner, de passer la journée sur la dune. Vous allez payer le parking. Vous allez payer, si vous allez dans d'autres endroits de la même façon, c'est donc un service, mais à l'inverse de ce que l'on peut avoir dans des pays comme des pays anglo-saxons, vous n'avez pas de droit d'entrée pour aller à la nature. Donc, c'est ces éléments-là qu'il faut avoir en tête pour apprécier la question du tourisme durable tel que je voulais souligner. Alors, l'autre élément sur lequel je voulais intervenir, c'est la reconnaissance du tourisme au niveau mondial et du tourisme durable comme un acteur important du développement durable. Au début, comme je vous disais, le tourisme, c'était quelque chose au niveau international, on en faisait. Hein, bon, chez nous, on parle de 100 millions de touristes étrangers. D'accord, très bien. Mais on ne parlait jamais dans les institutions internationales du tourisme comme un facteur à la fois de développement et de régulateur par rapport à ces questions, soit de biodiversité, soit de changement climatique, etc. La première grande réunion internationale qui en parlait, c'est la convention de Lanzarote. Il y a eu une charte à Lanzarote en 1995 qui a été faite, qui a parlé de ce qu'était le tourisme durable, hein, en disant il faut que le tourisme durable soit éthique, il faut qu'il soit viable économiquement et il faut qu'il soit protecteur de l'environnement, enfin qu'il ne soit pas dégradant dans l'environnement. C'est la définition même du développement durable, hein, si vous regardez ce que c'est. Donc ça a été les premiers à en parler. Ensuite, vous avez eu d'autres réunions, notamment aux Nations Unies, qui en ont parlé, avec l'aboutissement
le plus important, ça a été la conférence de Rio +20 en 2012, qui, dans son document final, dans 2 articles, le 130 et 131, a dit « Le tourisme durable est un vecteur essentiel de la régulation pour le changement climatique. » Je résume, c'est de mémoire, c'est pas le texte même de tout ça. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, au niveau international, on considère que le tourisme est un vecteur de développement durable. Donc, il faut travailler là-dessus. Alors, le problème que l'on a par rapport à ça, c'est quoi? C'est que tout simplement, le tourisme durable, il ne suffit pas d'en parler, il faut le faire. Et il faut le faire de 2 côtés. Il faut le faire côté producteur, côté consommateur. Consommateur, vous êtes tous des consommateurs. Vous savez ce que ça veut dire, non pas le tourisme, mais le développement durable, le changement climatique, le tri, les économies d'énergie, etc. Vous savez ce que ça représente. Vous le faites chez vous. Est-ce que, question que je pourrais vous poser, piège, est-ce que vous le faites quand vous êtes en vacances? Ou bien est-ce que vous pensez à autre chose, hein? En fait, si ce n'est pas organisé, vous ne le faites pas. Et les gens qui sont très vertueux en matière de comportement écologique, entre guillemets, quand ils viennent en vacances, ben, ils ne sont pas les premiers et ils ne sont pas les plus forts en matière de comportement vertueux, de développement durable. Sauf s'ils se retrouvent dans une ambiance qui est organisée pour que ça se fasse. Et ça, ce sont les producteurs. Donc tout un travail qui essaie de se faire à ce niveau-là pour que les acteurs du tourisme soient, je dirais, changent leur process de fabrication. Alors, bien sûr, sur les économies d'énergie et les ressources naturelles, bien sûr sur les déchets et la pollution, bien sûr sur la RSE, c'est-à-dire la manière de gérer leurs employés et de faire en sorte que leurs employés soient bien sûr aussi sur le gaspillage, en fait, tout ce que vous voudrez qui sont par rapport à ça. Alors, tout le monde dit c'est très bien, et la deuxième question qu'on vous pose, c'est combien ça coûte derrière ça. Alors, la difficulté que l'on a, c'est qu'on n'a pas d'indicateur de durabilité vraiment. Ça commence à venir, on en a, mais on sait aujourd'hui, dans certains secteurs, montrer en quoi un comportement vertueux permet de gagner de l'argent, ou en tout cas d'économiser sur les dépenses et sur les coûts. Donc à la fin, quand vous faites votre bilan, vous gagnez quelque chose. Alors par exemple, je travaille avec on a un programme avec des cabinets de consulting en matière de tourisme qui travaillent avec l'ADEME sur les problèmes de gaspillage alimentaire, sur les problèmes d'économie d'énergie ou d'économie d'eau. Et on commence à avoir des indicateurs pour indiquer aux hôteliers, par exemple, combien ils vont gagner par nuitée ou combien ils vont économiser par nuitée. Alors là, ça fait tilt. Mais ça, c'est des aspects, je dirais, comptables de la chose. Or, on ne sait pas, en matière de développement durable et d'environnement, et notamment en matière de nature, chiffrer autrement que d'une manière monétaire les services rendus. Combien coûte la nature? Combien ça représente? Vous avez du mal. C'est le débat des abeilles et de la pollinisation. S'il n'y a plus d'abeilles, combien ça va coûter dans le monde de refaire de la pollinisation par un autre moyen? Eh bien, en matière de tourisme, il y a plein de choses comme ça. La nature et l'attractivité que ça exerce pour faire venir des gens, ça représente quoi en termes de valeur? On ne sait pas le dire. On sait qu'il y en a une, mais elle n'est pas monétaire. Donc la comptabilité par le PIB, la comptabilité nationale qui consiste à dire on a fait tant de millions de recettes, tant de millions de dépenses, les étrangers ont dépassé tant, très bien, c'est une donnée qui est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, il y a d'autres valeurs comme le bien-être, comme j'allais dire, la protection de l'environnement, enfin toute une série de choses qui ne sont pas des valeurs monétaires. Et ça, on commence à y travailler dessus, mais on ne sait pas bien le faire, et donc on a du mal à persuader
les professionnels et les consommateurs, d'une manière générale, touristes. Et quand je dis consommateurs, je parle des touristes, là, hein, je ne parle pas du consommateur dans la vie quotidienne, à aller vers ça. Ça change. Il y a des réseaux qui se mettent en place pour faire ça. Ça avance de ce côté-là, mais je dirais, on en est vraiment au tout début. Alors, à travers ça, quels sont les enjeux aujourd'hui que l'on a par rapport à cette croissance touristique que l'on voit venir? C'est que tout d'abord, aujourd'hui, on ne peut plus se permettre d'accueillir des touristes de manière, je veux dire, au fil de l'eau. C'est plus possible. Parce que vous allez avoir des endroits qui vont être sursaturés. S'ils sont saturés, vous allez avoir de la dégradation, quelque part. C'est le côté négatif du tourisme que vous allez trouver. Donc il faut impérativement qu'on réfléchisse à ce vers quoi on veut aller sur un territoire, très précisément. Donc il faut réfléchir à des stratégies, à tous les niveaux, stratégie nationale, stratégie régionale, stratégie territoriale locale. Hein. Donc on sait ça tous très bien qu'on ne peut pas faire n'importe quoi par rapport à ça. Il faut également mettre en place, sur des sites particulièrement fragiles, il faut mettre en place des réglementations ou des systèmes de protection. En France, de ce côté-là, on a, je dirais, anticipé, toujours pareil, entre guillemets, anticiper ce problème-là, sans parler de tourisme durable, mais par rapport aux aménagements du territoire, en édictant un certain nombre de règles. C'est par exemple la loi littorale, qui fait à chaque fois sauter au plafond un certain nombre d'élus parce qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent sur le littoral. On en parlait encore cet après-midi par rapport à l'érosion côtière. C'est la loi montagne, qui essaie de réglementer les implantations de stations touristiques par rapport à ça, donc il y a des réglementations. C'est aussi des réglementations, ou en tout cas des approches vertueuses. C'est la règle des parcs naturels régionaux et des parcs naturels nationaux qui ont été mis en place dans les années 60, 70, 80. La loi littorale, c'est 86, la loi montagne, c'est 85. C'est aussi les grands sites. J'avais oublié les grands sites, excusez-moi. Les grands sites qui sont des espaces pour lesquels on a mis en place des réglementations. Ce sont aussi les aires marines protégées. Il y a des choses qui se font dans ce domaine-là pour pouvoir, je dirais, atténuer les risques d'une trop grande fréquentation. Et il y a également maintenant le souci de réfléchir à la mise en valeur des paysages, ou en tout cas des espaces qui sont, je dirais, qui ont besoin que l'on intègre ce qu'ils représentent pour pouvoir avoir une attractivité. J'ai un contre-exemple là-dessus, qui est tout bête, mais parlant. Vous avez une superbe réalisation technique dans un paysage magnifique. Je ne sais pas si vous le connaissez, certains d'entre vous ont dû y passer. C'est le viaduc de Millau. Le viaduc de Millau est une merveille technologique. Et c'est une merveille technologique. J'ai suivi la construction parce qu'à cette époque-là, j'étais en activité au ministère et donc j'ai eu l'occasion même d'aller voir le chantier. Il faut savoir que la pile la plus haute est plus haute que la tour Eiffel, au viaduc de Millau. D'accord ? Dans un paysage qui est exceptionnel. Et quand on est allé les voir, quand on a vu l'architecte et l'ingénieur, tu te rappelles comment il s'appelle l'ingénieur qui fait j'ai oublié son nom, mais enfin, vous le trouverez facilement sur Internet. On lui a dit, mais c'est très bien, c'est fait pour passer donc la vallée du
Oui, la vallée du Tarn, je ne me rappelle plus laquelle c'était. La vallée du Tarn. Et c'est magnifique. Mais est-ce que vous avez pensé à un cheminement doux pour les piétons et pour les vélos? On a dit, oh ben non. Vraiment, ce n'était pas nécessaire. Ça ne les avait même pas effleurés. Et quand vous allez sur le viaduc de Millau, vous avez une autoroute, mais vous n'aurez aucun moyen de passer autrement qu'en bagnole. Parce que tout simplement, il n'est plus possible de faire passer. Ils n'ont pas fait la même chose sur le pont de Normandie, qui est moins emblématique, mais qui est très beau aussi. Et là, par contre, ils ont fait des passages pour que les gens puissent circuler à pied ou à vélo, en mode doux, pour regarder, parce que quand vous êtes sur le pont de la Normandie, vous avez une vision sur la Seine, sur la vallée de la Seine, qui est magnifique. On aurait pu faire la même chose à Millau, mais ça... Voilà, on était encore à l'époque où c'était des ingénieurs de l'équipement. C'était pas unique. S'il n'y avait pas encore des écologistes, moi j'arrivais, mais j'avais pas encore beaucoup de notoriété là-dessus. Voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a besoin de rechercher quand même des façons de mettre en valeur le paysage, alors qu'aujourd'hui, il a tendance à, je dirais, à être un peu laissé de côté. Et c'est une prise de conscience qui se fait parce qu'il y a énormément de réseaux qui apparaissent. Il y a des réglementations, il y a aussi des labels. Bon, tous ces labels, il y en a des quantités, mais je vous prends les clés vertes, je vous prends enfin tout le pavillon vert, enfin bleu, pardon. Vous connaissez tout ça, ça marche très bien. C'est un souci, je dirais, de protéger ce qui fait la richesse du territoire, c'est-à-dire son paysage, sa diversité, tout en le valorisant, c'est-à-dire en ne refusant pas que les gens y viennent. Moi, je me suis battu à une époque, c'était à l'époque des parcs naturels nationaux, où la doctrine, tu t'en rappelles peut-être très bien, c'était un parc naturel national, on n'y met pas les pieds dedans. C'est fait pour protéger. Ce qui était une aberration, parce que c'était priver toute une population d'espaces magnifiques, même s'ils avaient une valeur en termes de biodiversité, biotope, etc. Et on est revenu sur cette notion pour faire des zones dans les parcs naturels nationaux avec un cœur de parc qui, lui, effectivement, n'est pas accessible parce que c'est fragile, mais à côté de ça, vous pouvez aussi y aller dans des conditions organisées. C'est ce qu'on fait sur les grands sites, sur la dune du Pilat, par exemple. Je dois avoir une photo, là, tiens, je vais vous la montrer. C'est pour ceux qui sont déjà allés à la dune du Pilat, ça va certainement les surprendre. Mais il faudrait que j'arrive à la trouver, je ne sais plus où je l'ai mise. Il faut réglementer la manière dont on y va. Attendez, je vous le cherche là. Voilà, j'y suis. Regardez. Voilà. Si vous êtes déjà allé sur la dune du Pilat, vous ne la verrez pas souvent comme ça. Il n'y a pas un chat. Alors qu'elle fait 2 millions de visiteurs par an, la dune. Mais dans les grands sites, on essaie justement de réguler la manière de la fréquentation, etc. Vous avez des vallées, la vallée de la Névache par exemple, est un endroit où, là aussi c'est pareil, on a mis en place des dispositifs pour réguler la fréquentation. Souvent on pense qu'on est dans un espace naturel sauvage, alors qu'en réalité, ce sont des espaces, suivant les endroits où ils se trouvent, qui sont très artificiels. Je vous prends un simple exemple, la forêt de Chantilly. En proximité de Paris, 500 000 personnes qui se baladent dans la forêt de Chantilly. Si on ne fait rien sur la forêt, ça va devenir vite un bourbier et quelque chose de complètement détruit. En réalité, quand vous discutez avec les gens de l'ONF, ils vous disent qu'ils passent leur temps à organiser et travailler la forêt. Et ils connaissent toutes les techniques par rapport à la fréquentation. Ils savent où il faut mettre les parkings, ils savent combien les gens vont faire de distance
dans la forêt par rapport au parking, donc il les situe par rapport à des endroits qui supportent ce genre de fréquentation, et vous arrivez comme ça à avoir 1000 personnes dans un endroit, et puis 500 personnes 500 mètres plus loin, et puis à la fin, vous avez que les vrais, les purs et les durs, qui ont le sens de l'orientation, qui s'en vont dans la forêt, j'allais dire profonde, mais en réalité, c'est une minorité. Donc, c'est des choses qui sont souvent très, très organisées pour justement assurer des équilibres. Et ça, c'est indispensable si on ne veut pas, compte tenu de la croissance du tourisme, compte tenu des problèmes que nous, aujourd'hui, nous avons en termes justement de pollution dont on parlait tout à l'heure et autres, que nous sommes obligés de faire et d'organiser. Et ça se fait. C'est ça qui est bien. C'est qu'aujourd'hui, on a les outils pour faire ça. Les grands sites, le réseau des grands sites répond à ces attentes-là. Mais vous n'avez pas que ça. Vous avez les aires marines protégées. C'est pareil. C'est pour éviter que... C'est pas pour interdire aux gens d'y aller. C'est pour faire en sorte qu'on valorise tout en protégeant. Et c'est un élément qui est vraiment essentiel pour le tourisme durable. Donc, en fait, si vous voulez, aujourd'hui, en matière à la fois de nature et de tourisme, on est amené à faire plusieurs choses. On est d'abord amené à dire il faut faire... On ne peut pas envisager un développement touristique sans une stratégie de territoire. Quand je dis territoire, ça peut être national, ça peut être local, hein, à l'échelle locale. C'est également de travailler en direction des producteurs pour qu'ils changent leur process de fabrication de produits. C'est indispensable. Il faut qu'ils viennent sur des manières, des comportements de production qui soient en cohérence avec les urgences du jour en matière de changement climatique. Et il faut bien sûr que les consommateurs, les touristes eux-mêmes, soient conscients qu'ils ont un comportement, j'allais dire, vertueux à avoir quand ils viennent et qu'ils ne fassent pas n'importe quoi sous prétexte qu'ils sont en vacances. Et ça, c'est ce à quoi on travaille aujourd'hui, les uns et les autres. La nature en fait partie. Là, je vous avoue que j'ai été un peu plus loin que la seule question de la nature, mais la nature en fait partie parce que si on ne fait pas ça, si on ne réfléchit pas à ça, on va vers des catastrophes. Et une des catastrophes, enfin, des choses qui ne sont pas forcément touristiques, mais qui ont des conséquences sur le tourisme. Regardez ces photos. Vous avez d'un côté, ici, vous connaissez ça. C'est la partie, on en parle tout le temps, c'est le signal. C'est le signal à Soulac. Regardez comment il est situé. Hein, donc c'est celui dont on dit qu'il va s'écrouler. En dessous, vous avez un aménagement touristique d'une autre nature. C'est au Samoa. C'est quoi? Ici, on a fait du béton, on a fait un immeuble pour des résidents. Là, ce sont des paillotes en bord de plage. Pourtant, c'est la même érosion côtière, hein, des deux côtés. Ici, vous avez le sable qui s'en va, et là aussi. Chaque année, ou presque, ils refont les hébergements, sauf qu'ils sont faits traditionnellement en bois, etc., et que ça ne leur pose pas de problème de les refaire. Ça, c'est le port de Pointe-à-Pitre aujourd'hui, et le marron, ce sont les fameuses sargasses. Aujourd'hui, j'en parlais tout à l'heure avec un collègue à Bordeaux là, pendant la conférence, justement, qui travaille sur les Antilles. Il me disait, ils ont un centre au Vauclin, il me disait, aujourd'hui, quand les jeunes viennent au centre du Vauclin, on est obligé de les garder sur le centre qui n'est pas au bord de la mer, parce que quand on les met, avant on faisait des pique-niques sur l'espace au bord de la plage, parce que ça faisait plaisir, avec les sargasses aujourd'hui, la puanteur et le danger, la toxicité, on ne peut plus faire de pique-nique au bord de la plage. On est obligé, et les gens, ils arrivent, ils restent dans le centre qui est dans la zone urbaine, et ils ne vont qu'à quelques petits endroits spécifiques où ils peuvent encore faire des activités nautiques, mais ils peuvent plus se baigner. Ils ont des odeurs pestilentielles, et les élus de l'outre-mer vous disent, chaque fois qu'ils viennent, leur premier sujet, c'est les sargasses. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pénible. On est en train de
tuer le tourisme parce que la nature a disparu. Or, c'est bien la nature aussi. Alors là, c'est pas la pollution de ça, enfin, c'est pas la pollution de l'homme. Je réfléchirai 2 fois quand même avant. Je retire ce que j'ai dit parce qu'on ne sait pas trop à quoi c'est dû ce phénomène-là. Mais il est récurrent tous les ans et il est en train de tuer l'économie touristique de ces régions-là. Hein. Donc, ça montre à quel point la nature est essentielle par rapport à ça. Et puis ici, des photos que vous avez déjà vues sur pourquoi il est important d'être attentif à la manière dont on organise le tourisme dans la nature, c'est que si vous regardez ça, c'est ce qui reste de Saint-Martin après le passage du cyclone Irma. C'est-à-dire Saint-Martin, île, pour certains d'entre vous, si vous la connaissez, qui était donc pas paradisiaque, mais ce n'était pas Saint-Barthélemy, et aujourd'hui, mais construit n'importe comment, et complètement détruit par un événement climatique majeur. Bon, au-delà du drame des habitants permanents, ça veut dire que touristiquement, Saint-Martin, il est condamné pour les années à venir. Il n'a plus aucune chance de faire du tourisme avant quelques années, enfin en tout cas de reconstituer son image. C'est ça qu'il convient aujourd'hui d'avoir en tête, c'est que la nature pour le tourisme est un élément essentiel d'attractivité hein, qu'il faut, je dirais, à la fois protéger et valoriser. Ce qu'on fait plus ou moins bien avec nos réglementations, je parle là du côté législation française, avec quelquefois la tentation de pouvoir la soulever un peu et la changer. Et en réalité, amener les acteurs du tourisme, qu'ils soient producteurs ou consommateurs, à bien intégrer la nécessité d'avoir un comportement vertueux lorsqu'ils font du tourisme, où qu'ils soient, et plus particulièrement lorsqu'ils sont dans la nature. Parce que cette nature, je ne reviens pas dessus, elle est fragile, on essaie de la protéger, on ne sait pas très bien quelle est sa rentabilité, mais on sait que ça sert à quelque chose, on sait qu'on ne peut pas s'en passer, et les évolutions actuelles font qu'on a les outils pour le faire, même si c'est difficile, parce que c'est souvent en plus compliqué d'expliquer à un touriste, sans le culpabiliser, quand il est en vacances, tous les efforts qui se font sur le territoire pour lui garantir une qualité de séjour, disons-le comme ça. Et c'est tout ça l'enjeu. Or, on y arrive parce que, je dirais, il y a un outil formidable en termes de communication, ce sont les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est comme le tourisme, c'est la pire et la meilleure des choses. Hein. Vous pouvez raconter n'importe quoi dessus, mais les réseaux sociaux et les plateformes, souvent, permettent, et il y a beaucoup de plateformes qui aujourd'hui donnent des informations sur des sites qui sont des sites remarquables, vertueux, sur lesquels on peut aller. Et il y a beaucoup de start-up aujourd'hui qui s'impliquent là-dedans. Vous avez, bon, je ne veux pas les citer, mais je ne parle pas d'Airbnb. Hein. Je laisse ça de côté parce que ça, c'est peut-être contre-performant. Mais vous avez des tas d'organisations, des tas de voyagistes, des tas de gens, de structures qui essaient de mettre en valeur les actions qui se font sur le territoire pour persuader le consommateur que là où il va, il sera bien accueilli. On protège les populations locales ne seront pas brimées par la présence de ces touristes, que l'empreinte écologique du tourisme sera réduite à minima, que donc on aura trouvé les équilibres nécessaires à faire en sorte que le tourisme durable soit un véritable avenir pour à la fois la protection de la nature et en même temps la satisfaction des touristes. Voilà, c'est un peu ça que je voulais vous dire lorsqu'on m'a sollicité pour venir vous parler de ça, parce que ça fait des années que nous nous battons à plusieurs pour expliquer qu'on ne peut pas continuer à faire du tourisme comme on le fait, comme on ne peut pas continuer d'ailleurs
à vivre d'une manière générale comme on vit aujourd'hui, et que le tourisme en fait partie à 100% parce qu'il est dans tous les éléments de notre vie et de notre façon de faire. Voilà. Et donc, et que la nature est un élément fondamental, en tout cas chez nous. La nature et les paysages, c'est 9/10 de l'attractivité de notre territoire. Il ne faut pas se tromper. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire, je n'en dis pas plus, et je pense que Yann pourra vous expliquer encore mieux que moi comment des actions sont conduites, comment on s'investit sur certains territoires et sur certains sites pour pouvoir mettre en valeur cette dimension naturelle dans notre approche touristique. Voilà. J'espère que je vous ai donné... À toi, Yann. Tu veux ce micro ? Déjà, d'après ce que tout dit, donc j'ai plus grand-chose à rajouter. Mais si, justement. Mais vous le savez bien, on vit dans un pays formidable qui a un certain nombre de paradoxes. C'est-à-dire qu'on est capable, comme tu l'as dit, de faire de la bonne protection des sites, des parcs naturels régionaux, des parcs naturels nationaux, et puis en même temps de faire n'importe quelle bêtise. Donc on est dans ce paradoxe permanent et qui fait s'affronter un certain nombre de lobbies. Donc je vais essayer de vous, à travers des exemples extrêmement précis, le Marais Poitevin et les grands sites de France, essayer de vous expliquer rapidement, puisqu'il faut que les questions aussi viennent de la salle, parce que c'est là où c'est le plus intéressant pour nous. Les grands sites, en 2010, le Marais Poitevin a été labellisé grand site. C'était le 7e de France en 2010. Donc on n'est pas au siècle dernier, c'est très récent. Aujourd'hui, il y en a 18 seulement labellisés en France. Et la loi sur les classements de sites date de 1930. Vous voyez qu'en 2010, il n'y avait que 7 grands sites. La loi datait de 1930. Je vous rassure, cette loi est la seule loi française qui n'ait jamais été modifiée depuis. Ni par les jurisprudences, ni par les attaques diverses et variées contre cette loi de classement de sites, qui ont lieu tous les 2 ans et qui viennent en général de Bercy. Je ne vous en dis pas plus, mais ça arrive extrêmement souvent, comme la loi littorale. Très régulièrement, nous devons passer à la défense de ces lois qui sont tout à fait intéressantes. Autre paradoxe, notre organisation de collectivités qui gère tous ces paysages et ces sites sont gérés par une comptabilité publique qui s'appelle la M14. Et la M14 se résout à 2 choses, et là encore je vais reciter Bercy, ce sont mes préférés, hein, les gens de Bercy, c'est qu'ils considèrent que l'investissement est la seule chose qui vaille, et le fonctionnement, c'est quelque chose d'absolument terrible, c'est le diable en personne, il ne faut absolument pas faire de fonctionnement. Le fonctionnement, c'est tout ce qui sert à payer l'emploi et à faire que les gens travaillent un peu quand même. Et donc vous avez cette chose qui est inamovible en France et on n'a encore pas pu la faire changer. Sauf que quand vous refaites un mur dans un paysage, vous rénovez une église, des maisons, un quartier, vous êtes dans de l'investissement. Quand vous rénovez la nature, quand vous rénovez le Marais Poitevin, là vous êtes dans le fonctionnement. Et donc on vous accuse de dépenser de l'argent public pour rien. Même si c'est des associations d'insertion que vous employez pour faire en sorte que le Marais Poitevin reste ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un vrai joyau. Donc encore un paradoxe d'organisation. Ce n'est pas tellement la volonté des citoyens ou la volonté des États ou de l'élu. Non, c'est que nous sommes dans une espèce de lourdeur administrative qu'il est très difficile de changer. Alors, le Marais Poitevin, que vous connaissez probablement tous ici, c'est 8400 km de canaux qui ont été bâtis par l'homme. À partir du XIIe siècle, les moines ont commencé à creuser des canaux. Pourquoi ont-ils fait ça? Parce que toutes les baies du monde, et la baie de l'Aiguillon, dans laquelle se déverse une partie du département de la Vienne, les Deux-Sèvres, une partie de la Vendée, presque la moitié, et la Charente-Maritime, tout ça se déverse 630 000 hectares dans la baie de l'Aiguillon. Or, toutes les baies du monde se comblent. C'est naturel. Donc, au fil du temps, elles se comblent.
Et plus elle se comble, plus vous gagnez sur la mer, pas en faisant des digues au départ. Et donc, qu'ont fait nos ancêtres depuis le XIIe siècle, pratiquement de façon organisée, c'est de faire des digues à la mer pour se protéger de la mer, dans des grandes marées, et des digues à la terre pour se protéger des inondations, évidemment, parce que quand vous faites un mur le long de la mer, quand il pleut, évidemment, ça arrive sur ce mur et vous inondez. Et ensuite, ils ont creusé entre ces deux murs, en réalité il y en a 4, ils ont creusé des canaux qui ont fait qu'on a le marais Poitevin tel qu'il est aujourd'hui. Entre l'année 2000 et l'année 2010, sur la commune de Trièze, en Vendée, on a gagné 162 hectares sur la mer. Non pas en construisant des digues, de façon naturelle par le fait que ça se comble. Le niveau des eaux qui va probablement monter dans les années qui viennent ne change rien à l'affaire. Donc on a un paysage, le marais Poitevin, grand site de France, j'y reviendrai tout à l'heure, qui a donc été construit par l'homme. Et qui, si on veut qu'il ne devienne pas une friche remplie de moustiques, on va dire, pour aller vite, eh bien, il faut l'entretenir en permanence. Et c'est là où revient la M14 dont je vous parlais tout à l'heure, premier paradoxe sur nos espaces naturels. Quand, à partir des années que tu as citées tout à l'heure, environ à partir des congés payés, on va dire, les gens commencent à venir en vacances, ils ne partent pas à l'étranger à l'époque, ils vont plutôt autour. Donc c'est plutôt des gens de Poitiers, du marais Poitevin, de Vendée, qui vont sur le marais Poitevin, qui vont dans l'île de Ré ou dans l'île d'Oléron à l'époque. Donc on a des sites comme ça qui, au fil de temps, deviennent des joyaux pour tous les citoyens qui ont envie de les visiter. Et puis en même temps, se met en place de la part des élus locaux et au niveau national, comment on fait pour protéger ces sites-là. C'est-à-dire que 8400 km de canaux, c'est très peu de routes. Et si je prends un seul exemple qui est assez récent, ce sont les camping-cars. Si vous n'anticipez pas, et vous n'avez pas empêché les gens d'aller visiter le marais Poitevin, mais si vous n'anticipez pas le fait que ces camping-cars vont venir en masse dans les années qui viennent, que vous ne prévoyez pas les parkings qui soient situés à un endroit qui ne soit pas gênant, qui ne soit pas polluant, vous allez détruire le marais. Et ainsi de suite, on pourrait citer des tas d'exemples, mais sur la côte, sur l'ensemble des grands sites de France. Encore une fois, il y en a 18. Carcassonne ou le Mont-Saint-Michel ne sont pas grands sites de France. Pour vous donner des exemples très précis. Ce n'est pas qu'ils ne le demandent pas, c'est qu'ils ne le sont pas aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'un grand site de France ? Et ça génère énormément de touristes, puisque en 2016, chiffre de 2016, 85 millions d'étrangers viennent visiter la France, 33 millions sont passés sur les grands sites. 33 millions. Donc, ce que tu disais tout à l'heure sur l'économie réelle, les emplois créés, la qualité des sites, évidemment, est essentielle. Si vous détruisez la poule aux œufs d'or, c'est ça. Si vous laissez détruire la poule aux œufs d'or par une fréquentation qui n'est pas ordonnée, vous ne pouvez pas empêcher les gens de venir, mais il faut qu'elle soit ordonnée de façon à ne pas détruire le site. Toute la problématique est là. Et au fur et à mesure du temps, on fait des lois, comme je vous le disais tout à l'heure, des règlements, la loi littorale, tu l'as cité, la loi de 1930 sur les classements de sites, et les lobbies qui veulent construire et bétonner, parce qu'il faut en parler aussi, ça reste notre deuxième grand ennemi, ceux-là pensent au profit à très court terme, se fichent absolument royalement, c'est le signal, que dans quelques années, cet immeuble tombe dans la mer. Ça ne les intéresse pas. L'argent qui a été fait, il a été fait au moment où on a construit. Donc, le deuxième paradoxe important de notre pays, c'est que nous savons ça. Tous les responsables de ce pays, les citoyens maintenant commencent à être bien informés avec les réseaux sociaux, mais pas seulement, les télévisions, les radios, les livres. On a une connaissance de ces sujets. Et pourtant, au moment de voter, troisième paradoxe, ce n'est pas sur ces programmes-là qu'on vote le plus, mais c'est sur l'emploi, premièrement, sur la santé. Et là, c'est absolument nécessaire, mais ça reste quand même des choses qui n'ont pas énormément bougé. Bon, j'ai l'impression que ces temps derniers, il y a quand même pas mal de choses qui bougent, et en particulier la jeunesse aujourd'hui dans les manifestations qui ont eu lieu. On voit bien que quand la jeunesse s'empare
de sujets aussi importants, il va falloir que nous, les plus anciens, on se débrouille pour se bouger un peu et que ça avance dans le bon sens. C'est extrêmement, extrêmement complexe malgré tout. Quand je vous le disais tout à l'heure, quand 33 millions de touristes sont passés dans les grands sites, et que les grands sites n'amènent aucune réglementation. Si vous avez des élus qui décident que leur site est remarquable de par son paysage et l'esprit des lieux, en général, ça va avec, et sa culture, et son architecture. En général, tout est assez lié. Si vous voulez les conserver, il ne faut pas les détruire. Et si vous voulez que ça perdure, vous allez devoir, non pas réglementer, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas la peine de venir avec des réglementations complémentaires. Vous allez immédiatement avoir des lobbies, des associations qui vont se monter contre les réglementations. Donc ça ne fonctionne pas comme ça. Et les grands sites ne fonctionnent pas comme ça. C'est-à-dire qu'on dit à un territoire qui souhaite être grand site de France, on lui dit « Ok, allez-y, vous devenez opération grand site ». Il faut avoir un certain nombre de qualités à ce moment-là et de projets d'organisation qui fassent que vous soyez opération grand site. Et puis ensuite, on vous laisse tout le temps que vous voulez, localement, avec les citoyens, les associations, les politiques locales, de vous organiser pour que ce site devienne un grand site de France. Et c'est au niveau ministériel, au niveau gouvernemental, avec la Commission nationale des sites, que vous allez examiner le travail fait dans cette opération grand site. Je vous cite le cas d'Erquy-Fréhel, en Bretagne, avec un phare magnifique, et puis un resto assez crade, pour dire la vérité, qui était au bout, derrière, entre la mer et le phare. Donc, vous avez un problème de base à régler, c'est comment je fais en sorte que, d'une part, la personne qui tient ce restaurant ne soit pas blessée, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à la convaincre qu'elle doit partir de cet endroit-là, tout en lui proposant une solution. Donc, toute la base des grands sites de France et de notre travail depuis des années avec Gérard, c'est de faire en sorte que par la persuasion, par la mobilisation des élus locaux, on arrive à avancer. On a fêté au mois d'août 2018 les 25 ans du syndicat mixte d'Erquy-Fréhel. C'est-à-dire que depuis 25 ans, la population, les élus locaux travaillent pour arriver à ce qu'il soit grand site de France. Je pense qu'on va y arriver à la fin de cette année 2019. Donc le temps, le facteur temps, même s'il peut être destructeur, dans le cadre de nos grands sites, il ne l'est pas vraiment. Il faut que nous laissions le temps au temps. Quand on s'est connus avec Gérard, on était chacun dans un ministère, comme tu le disais tout à l'heure, et un préfet venait d'être nommé en Charente-Maritime, il s'appelait le préfet Lérite, monsieur Lérite, qui était l'ancien directeur des routes. Autant vous dire que côté écologie, c'était pas trop sa tasse de thé. Et puis il est venu nous voir, Gérard au ministère du Tourisme et moi au ministère de l'Environnement, pour nous dire « Monsieur Jospin a acheté une maison dans l'île de Ré. Il arrive en vacances le 13 juillet, nous étions le 15 juin. Il arrive en vacances le 13 juillet. Je souhaite que toutes les caravanes qui sont sur des sites classés de l'île de Ré aient quitté ces sites classés. Parce qu'évidemment, il n'y avait pas d'assainissement, il n'y avait rien du tout. Inutile de vous dire que M. Jospin, je pense, n'était absolument pas au courant de cette affaire. Mais le préfet, lui, avait décidé qu'il allait virer 6000 personnes, des terrains qui étaient des petits terrains plutôt d'ouvriers des chantiers de La Rochelle, d'agriculteurs qui avaient des petits lopins de terre comme ça, sur lesquels ils avaient posé une caravane. Il n'y avait pas d'assainissement, certes, il n'y avait pas d'eau, tout le monde se débrouillait. Et ce n'était pas une population, on va dire, c'est pas une population pauvre, parce qu'ils étaient très heureux d'être là, mais leur dire de partir comme ça, c'était juste pas possible. Donc nous avons passé quelques heures avec le préfet Lérite, avec Gérard, pour lui expliquer que non, M. Jospin allait pouvoir venir dans l'île de Ré passer ses vacances, il n'y avait pas de problème, mais qu'on n'allait pas envoyer ces gens comme ça à la pêche et les virer de chez eux, parce qu'ils considéraient que ces terrains, qui n'étaient pas constructibles, certes, mais à l'époque, ça datait des années 30, donc on a d'abord pris notre temps. C'est le Conservatoire du littoral, autre
très belle réalisation française qu'on nous envie dans le monde entier, qui a acheté petit à petit ces terrains en mettant des prix suffisants, parce que les acheter une bouchée de pain, ce n'était pas normal non plus. Et on a mis énormément de temps avant d'avoir fait en sorte que tout ça se libère. Donc, tout ça pour vous dire que le tourisme est une chose, économiquement, c'est probablement le premier employeur en France. On a peu de chiffres sur ces questions. Je sais qu'à La Rochelle, ça se compte en millions. Quand le Marais Poitevin est devenu grand site de France, on est passé de 600 000 touristes à 1,2 million. J'ai été aussi rapide que ça. Donc, comment faire pour que ces touristes qu'on accueillait en plus, on sait qu'on a une moyenne de 30% quand vous classez un site UNESCO, par exemple. Vous avez 30% de fréquentation en plus. Si vous n'avez pas anticipé dans votre classement de site et dans votre opération grand site, vous courez à la catastrophe. Vous allez détruire. C'est un petit peu sur la dune du Pilat ce qui s'était passé sans réglementation au départ. Aujourd'hui, il a fallu, ça fait combien, 15 ans, 20 ans que vous êtes sur le sujet. C'est ça. Enfin, c'est-à-dire que l'opération Grand Site, c'est 1985. Voilà. Vous vous rendez compte, 1985, on est en 2019 et ça avance enfin. Et sinon, on avait la dune du Pilat qui disparaissait. C'est aussi simple que ça. Donc, sans réglementation dure, en prenant notre temps, on arrive à faire des choses. Et c'est le paradoxe français, comme je vous le disais tout à l'heure, qui est absolument permanent. C'est-à-dire qu'on a des règles, on passe notre temps à vouloir les démolir, la loi littorale, les classements de sites. On a une attaque en ce moment sur la loi sur les sites. D'un seul coup, là, il y a des désirs de réforme, encore une fois, de venir de mes amis et de nos amis de Bercy, qui disent il faut déconcentrer ça, il faut décentraliser ça. Que les préfets se débrouillent avec les classements de sites. Vous vous rendez compte de la catastrophe que ça peut être? Probablement pas. Mais les préfets sont très sollicités, on va dire, pour ne pas dire plus, par les élus locaux, qui eux-mêmes sont sollicités par les bâtisseurs. Et donc, si vous avez un site qui mérite d'être classé, et en tout cas que personne n'a envie de détruire, vous allez avoir cette pression immobilière extrêmement forte. Donc, changer la loi de 1930, telle que c'est voulu en ce moment, ne vous inquiétez pas, on est un certain nombre à se battre sur le sujet, mais il faut absolument que ça ne se fasse pas. Sinon, on court aussi à la catastrophe sur toute une série de choses. En fait, les citoyens aujourd'hui ont peu connaissance de ces questions. Donc, des conférences comme celle que vous êtes venus écouter ces jours-ci sont absolument importantes, même si on n'est pas très nombreux à chaque fois. Mais chacun d'entre vous devient un vecteur de communication sur les dangers qui nous menacent. Et en même temps, on est dans un pays extraordinaire. Donc, on n'a pas tant de mal que ça à protéger nos grands sites. La Sainte-Victoire, je pense que si le peintre, c'est Monet, Cézanne, j'ai vu une émission sur les deux il y a 2-3 jours, si Cézanne n'avait pas été là, la Sainte-Victoire ne serait probablement pas classée aujourd'hui. Et c'est à travers les peintures de Cézanne qu'on a classé cette colline qui est remarquable par ailleurs quand on y est. Et quand vous passez sur l'autoroute à côté, vous ne la trouvez pas si remarquable que ça. Par rapport au reste des Maures et de l'Esterel, bon, c'est une belle colline. La roche de Solutré. C'est pour ça que je vous parlais de l'esprit des lieux. Il n'y a pas que le paysage. Il y a aussi l'âme du paysage. Comment les citoyens s'y comportent. Quel est leur attachement à ce territoire. Et c'est pour ça que les gorges de l'Hérault, par exemple, sont un territoire absolument magnifique, mais Montpellier et Béziers sont des villes importantes. Donc le samedi et le dimanche d'été, où est-ce qu'on va se baigner? On ne va plus sur la Méditerranée, c'est juste, on ne peut pas aller s'installer. Donc on va sur les gorges de l'Hérault. Donc cette fréquentation, en général, vous l'aurez compris, ça reste pour nous, non pas un problème, mais un travail permanent à monter. Et après, on a sur ces grands sites, sur les parcs naturels régionaux, je ne répète pas tout ce qu'a dit Gérard, nous avons ce qui nous conserve dans l'envie, qui conserve les citoyens dans cette envie de garder leur site en bon état, c'est la culture qui va avec, c'est l'histoire des gens.
c'est ce que nous ont raconté nos parents, nos grands-parents. C'est ceux qui arrivent et qui ne sont pas du pays, et puis qui d'un coup découvrent qu'il y a un esprit et font que les autochtones découvrent des choses qu'ils avaient probablement oubliées quelquefois. Et donc toute cette culture autour de nos paysages, autour de cette spécificité française. Il n'y a pas qu'en France où on a des paysages qu'on visite. Mais de la façon dont ça se passe en France, c'est quand même très intéressant. Si je prends la fontaine de Vaucluse, je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous connaissent ce lieu, avec, dans le monde entier, on appelle ça une fontaine de Vaucluse, parce que c'est un espèce de réservoir souterrain sous la montagne qui vient d'un peu partout, et qui, on imagine qu'il y a 700 millions de mètres cubes stockés en permanence. Personne n'a jamais plongé jusqu'au fond. Nicolas Hulot a plongé pas mal. Cousteau avait plongé aussi là-bas. Mais on n'a jamais été explorer toute la cavité qui alimente toute la vallée d'Avignon, en fait, entre les monts du Vaucluse et Avignon, et qui fait que toute l'agriculture qui se développe là-bas, l'agriculture maraîchère, est tout à fait importante. C'est-à-dire que c'est une économie, on a un réservoir d'eau. Comment cette eau est de qualité? On ne sait pas trop pourquoi, mais elle est de qualité. Elle coule toute l'année. Elle est à 14 degrés en gros à la sortie, donc ça amène une certaine fraîcheur dans un pays où il fait quand même un petit peu chaud. Et en même temps, le village de Fontaine de Vaucluse, qui doit avoir 800 habitants, qui est un cul-de-sac, on arrive dans le fond de la montagne comme ça, il y a la fontaine qui rejette son eau avec une grande force, un peu moins l'été mais beaucoup l'hiver. Et puis vous avez actuellement pratiquement 1 200 000 personnes qui viennent visiter ça pendant les 4 mois, juin, juillet, août, septembre, avec des quarts de japonais, de chinois. C'est juste une réalité, puisque j'ai eu l'occasion de rencontrer avec le maire de Fontaine là-bas, tous ces touristes qui viennent. Donc il a fallu reculer les parkings, les mettre à une certaine distance, faire que le village ne soit plus à double sens, mais qu'on ait un sens de passage. Ils vont encore reculer les parkings. Et puis surtout, le grand site, ça ne sera pas, ils sont en opération grand site, ça ne sera pas seulement la fontaine, qui elle, la montée à la fontaine, elle fait 500 mètres. Donc amener 1 200 000 personnes en 4 mois pour aller faire 500 mètres à pied pour aller voir de l'eau couler, c'est un lieu magnifique. Pétrarque était déjà là il y a bien longtemps. C'est un lieu magnifique, mais ça ne suffit pas. Donc tout le travail du grand site a été de faire les sentiers de randonnée dans la montagne et de faire que le site aille jusqu'à l'île sur la Sorgue et Saumane de Vaucluse autour. Donc en fait, cette volonté d'accueillir le tourisme d'un côté et de l'autre côté de protéger nos sites par leur beauté intrinsèque, leur culture et la fierté des habitants d'habiter dans ces contrées, font qu'on trouve les solutions sans avoir de réglementation qui oblige à faire. Le plus difficile à Fontaine de Vaucluse, je terminerai par là, c'est que, évidemment, dans les années 30, il y avait les mines d'ocre. Vous savez qu'il y avait des mines où on faisait cette couleur à partir des mines d'ocre, qui sont aujourd'hui en opération grand site aussi, d'ailleurs. Et puis, elles ont fait faillite pour beaucoup d'industries comme ça de cette époque-là devenaient plus rentables, donc ça s'est arrêté. Et un certain nombre de tous ces ouvriers, qui étaient beaucoup d'immigrés italiens, quelques Espagnols, beaucoup d'Italiens, se retrouvaient au chômage. Donc, il fallait qu'ils mangent. Il n'y avait plus d'industrie, il n'y avait pas suffisamment de culture pour faire vivre tout le monde. Donc, les gens qui venaient depuis Pétrarque venaient visiter la fontaine, ils ont créé des petites baraques et ils vendaient des sandwichs, de l'eau, des jus de fruits, des choses comme ça. Au fil du temps, c'est devenu à peu près n'importe quoi. Vous avez la machine à Coca-Cola avec la grosse enseigne américaine qui jette de la lumière. Vous avez des gens qui vendent des grenouilles qui sont fabriquées en Chine, des cartes postales qui n'ont aucun sens. Et donc, au fil du temps, depuis les années 30, ces gens qui n'avaient trouvé que ça pour continuer à vivre, au fond, on ne peut pas leur en vouloir. Aujourd'hui, comment on fait pour leur dire « Non, vous arrêtez ça ». Il n'en est pas question. Il suffit simplement qu'on ait l'argent public et que tout le monde prenne conscience qu'il faut mettre un petit peu de sous à un moment donné
pour faire des chalets en bois, des choses qui vont être bien, un petit peu avec des architectes paysagers, des architectes urbanistes qui vont faire quelque chose qui va être très intéressant et qui fera que la fréquentation augmentera encore, probablement. Et bien, il faudra canaliser encore et reculer encore peut-être des parkings. Qu'importe, ça, c'est toujours évolutif. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est ne rien faire. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup pour ces deux exposés. Y a-t-il des questions dans la salle? Oui, je présume. Qui commence? Madame Soulard? Non? Pardon? Madame, pardon. Si vous faites des parkings toujours plus loin, vous prenez sur les terres arables? Alors là c'est une question tout à fait primordiale. C'est-à-dire qu'en gros, un des grands soucis de notre pays aujourd'hui, c'est de manger de la terre agricole. C'est pas seulement d'y mettre des pesticides. Ça, c'est en train d'évoluer. Et moi, je suis très confiant de ce point de vue. On ne va pas être angélique non plus. Il y a encore du travail à faire. Mais l'agriculture est un métier qui s'est muté de façon extrêmement rapide. Il y a eu la crise de la vache folle. Il y a eu avant le veau aux hormones. Et vous aurez remarqué que la crise de la vache folle, en très peu de temps, la qualité s'est améliorée et qu'en 2 ou 3 ans, on avait réglé les choses. Réglé, c'est vite dit. On n'est pas encore au système idéal. Mais l'agriculture s'est mutée aujourd'hui et on le voit sur le Marais Poitevin en particulier, mais pas seulement. Il y a beaucoup plus de bio que ça ne l'était avant. Autre grand site de France, en Corse, les vignes de Patrimoniaux. Ils ont commencé leur révolution agricole en 1975, au moment de la ferme d'Aléria, vous savez, pour l'indépendance de la Corse. Ils ont commencé à travailler là-dessus. Il y a aujourd'hui 35 vignerons sur les vignes de Patrimoniaux. 80% d'entre eux sont en bio. Et les 20% qui restent sont en train d'être en conversion bio. Ça, ce sont des choses très, très parlantes, très, très simples. Les vins du Vaucluse dont je parlais tout à l'heure, ou les vins de la vallée du Rhône, jusqu'en Provence, les Bandoles, les Ventoux, sont des vins aujourd'hui qui ont beaucoup progressé en qualité. Et là aussi, ils sont en bio à plus de 50% actuellement. Et donc, c'est devenu une économie. Cette économie étant rentable, évidemment, la mutation se fait. Donc, il y a un aspect économique mercantile, et puis il y a un aspect très intéressant pour ce qu'on peut tous défendre aujourd'hui, c'est-à-dire ne pas détruire la nature. Pour revenir à votre question sur les parkings, bien entendu, il est hors de question de prendre sur tout ce qui pourrait servir à autre chose. Mais vous savez, des friches, dans tous nos paysages, il y a des choses qui ont été faites dans le courant du XXe siècle qui méritent, je pense à Coulon avec une vieille laiterie qui était là, dont on nous demandait, Coulon c'est le siège du parc du Marais Poitevin, on nous demandait en 2004, quand je suis arrivé à la présidence, on nous demandait de la détruire. Parce qu'elle était en ruine, c'était du béton armé des années d'après-guerre, c'était un peu, vraiment pas joli, et en plus quasiment dans le patelin. Sauf qu'il y avait des gens qui avaient vécu là et qui avaient souffert là. Ils avaient été ouvriers dans cette laiterie, et au moment de la guerre, je sais parce qu'elle datait d'avant la guerre, au moment de la guerre, ainsi que la briqueterie qui est un petit peu plus loin dans le Marais, ce sont les femmes qui travaillaient. Quand les hommes sont partis à la guerre, les femmes fabriquaient les briques et les tuiles du Marais à partir de la glaise qu'on prenait là. Et donc, il y avait un esprit des lieux. Donc, on a décidé de garder la cheminée, parce que c'était l'emblème, le Marais, ça reste assez plat. C'était l'emblème on l'a fait rénover, non pas pour la remettre en état, mais pour qu'elle existe toujours. Donc là, on a conservé l'esprit des lieux. Et puis, dans les friches qui étaient autour, là, on a fait un parking. Un parking pour les camping-cars. Alors, un parking comment? Un parking paysager, évidemment. Et donc, à partir de... Je crois qu'il n'y a plus de... Ça doit être 180 places. Ce qui est beaucoup. Parce que ça suppose une grosse organisation, ça suppose des sanitaires, et ça suppose des fonds. Et c'est là où un parc naturel régional ou un grand site devient important. Entre 2004 et 2010, pour le grand site, l'opération Grand Site du Marais Poitevin, c'est 7 millions d'euros de vos impôts, de nos impôts,
qui ont été mis pour faire ce type de construction. Mais bien entendu, de façon tout à fait, j'allais dire logique, il ne faut pas faire les mêmes bêtises qu'avant. La terre agricole est extrêmement précieuse aujourd'hui. L'imperméabilisation des sols dans les villages, parce que on avait tous, dans les années entre 70 et 90, tout le monde avait envie d'une maison avec un terrain. Et donc on trouvait normal d'avoir un terrain de 1000 m², 1500 m², voire plus. Sauf qu'on s'est aperçu que tout ça, c'était beaucoup d'imperméabilisation, parce qu'on fait des trottoirs, on fait des rues. Et je vous donne l'exemple de La Roche-sur-Yon, en Vendée. Donc la rivière Le Yon qui se jette dans le Lay, qui se jette dans la baie de l'Aiguillon. Dans les années 70, un mètre cube qui tombait par un orage d'été à La Roche-sur-Yon mettait 72 heures à arriver dans la baie de l'Aiguillon. En gros, hein, on imagine un mètre cube qui démarre là, pouf, il a lessivé quand même les trottoirs et les routes, donc il a pris quelques polluants au passage. Tout ce qu'on met dans nos jardins pour les engrais, parce qu'il n'y a pas que les agriculteurs, il y a aussi les particuliers qui ont mis du temps à se tourner aussi vers le bio. Et ce mètre cube, il trimballait tous ces polluants dans la baie de l'Aiguillon. Mais ça mettait 72 heures. Donc avec le phénomène de marée, on ne sentait pas la pollution. Aujourd'hui, on est en moins de 12 heures. Le même orage, le même mètre cube, l'été, va lui lessiver un tas de lotissements, enfin, tout ce qui a été rendu imperméable, et ça vous amène un tas de polluants directement sur les parcs à huîtres et les moules. Donc évidemment, ça pose des problèmes à tout le monde. Donc ce type de bêtises, bien entendu, dans tout ce qui est classé aujourd'hui, grands sites, parcs, on ne le fait plus. Sinon, un label grand site, ça repasse devant la moulinette de l'État tous les 6 ans. Autrement dit, ça ne vous amène pas de réglementation, mais si vous ne faites pas le boulot, ou si vous le faites mal, vous perdez votre label. Le parc du Marais Poitevin avait perdu son label en 92. Son label parc. On l'a retrouvé qu'en 2013. Vous voyez le travail qu'il a fallu faire entre-temps pour rattraper les bêtises qui avaient été faites. Et un grand site, c'est tous les 6 ans. Donc, tous les 6 ans, la Pointe du Raz, ça va être à la fin de ce mois. Je vous donne un exemple. Ils avaient récupéré leur label après l'avoir perdu à la Pointe du Raz il y a 6 ans de ça. Hein, donc faites le calcul, en 2013. Oui, non, 2014, je pense. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils le récupèrent en juin. Donc toute la Bretagne est contente. Enfin, la Pointe du Raz, ça mérite d'être grand site de France. Et il n'y avait pas de grand site en Bretagne. Erquy n'était pas encore fait, le Gavre-Quiberon non plus. Donc ils le voulaient absolument, ce grand site. La région, les départements, tout le monde voulait ce grand site. Ils récupèrent leur grand site en juin et un directeur dont la compétence pourrait aujourd'hui être remise en cause, décide, pour fêter ça, de faire un feu d'artifice au mois d'août. Il a brûlé 4,5 hectares de landes sur la Pointe du Raz. Donc voilà des choses qui ne se feraient plus aujourd'hui. Mais on n'était pas si loin que ça. Hein. C'était dans les années 2014-2015. Donc il faut toujours être vigilant. Mais voilà, c'est des questions qui se posent. Merci de votre question. Et là, il va falloir que vous m'arrêtiez. Hein. Non, c'est intéressant. Non, l'autoroute à 831 était une bêtise dès le début. Donc, finalement, on n'a jamais été très inquiet. On s'est dit, ça ne se fera pas. Donc, qu'il y ait eu des gens localement qui étaient dans un modèle de développement qui date de pas très longtemps, hein, des 20 ou 30 dernières années, il y a 2 modèles de développement, de faire des routes et des autoroutes. Ça, c'était un des modèles qu'on a bien connu, hein, avec M. Léride dont on parlait tout à l'heure, mais ce brave monsieur doit être en retraite, on ne va pas l'attaquer maintenant. Mais il y a des tas d'autres choses. Faire des zones artisanales autour des villes. Aujourd'hui, on est en train de mettre des millions et des millions pour recréer le commerce de centre-ville. Et puis, vous regardez la télé tous les jours, BFM TV ou CNews ou je ne sais quoi, vous en avez un reportage par jour sur ces questions.
On embauche aujourd'hui dans les communes, on vient d'en embaucher un à La Rochelle, on vient d'embaucher un développeur de centre-ville. Vous savez, les Shadocks continuent à pomper, hein, il n'y a pas de problème. Parce que vous avez fait des choses il n'y a pas longtemps, hein, à La Roche-sur-Yon, le dernier, il y a quelque chose qui s'appelle les Flâneries, qui est du côté de Nantes, et puis on en a fait un autre sur la route de la Tranche, là. Il y a 5-6 ans à peine de ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas avant-guerre, quoi. Et c'est même pas avant la guerre du Golfe, c'est après. Donc et on a fait ces bêtises-là, et puis d'un seul coup, les commerçants du centre-ville se sont perdus. L'âme même des villes était en train de se perdre, et on a mis énormément d'argent pour d'abord refaire de l'architecture qui ressemble un peu à quelque chose. C'est un mouvement qui, à mon avis, ne va pas s'arrêter tout de suite. Et on essaye de recréer du commerce de centre-ville. Et on voit bien qu'avec les manifs des Gilets jaunes, et c'est peut-être probablement plus l'état d'esprit même des gens qui se sont crispés en disant mais oula, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est un mouvement plus ou moins insurrectionnel. Est-ce que c'est bien le moment de dépenser notre argent? Puis on a probablement ralenti la croissance. Est-ce que la croissance est encore quelque chose qui doit nous obséder? Pas nécessairement. Pas nécessairement. C'est de la décroissance d'ailleurs. Hein. Et c'est ça. Mais on a aujourd'hui à la fois une prise de conscience et puis à la fois des lobbies qui continuent à s'exercer. Dernier exemple pour revenir à l'autoroute. Le diesel, on sait aujourd'hui, il n'y a pas un élu qui se pose cette question-là. Depuis 5 ans, on sait que le diesel, c'est mort. On ne sait pas quand. Mais on sait que c'est fini, les gens n'ont plus envie d'acheter diesel. Donc vous avez tous les garages aujourd'hui qui ont des stocks de diesel, vous pouvez aller dans n'importe quelle marque, ils ont des stocks de diesel, ils font des promotions en ce moment-là. Hein. Cette semaine, c'est Volkswagen, ils font des promotions pour... et si vous allez vous occuper de ces promotions, vous verrez que c'est toujours un diesel. Hein. Vous ne l'avez pas sur l'éthanol, par exemple, alors que l'éthanol est aujourd'hui une bonne solution. Vous avez le diesel. Donc, ces mutations-là, elles deviennent de plus en plus rapides. Donc, c'est un peu compliqué. Pour la 831, elle avait 2 inconvénients. Elle traversait le Marais. C'est-à-dire qu'en gros, personne ne s'était embêté, ça allait tout droit. Hein. Fontenay-le-Comte, La Rochelle. Est-ce que La Rochelle avait besoin de Fontenay-le-Comte pour vivre? Non. La Rochelle a déjà suffisamment de problèmes de fréquentation sans avoir besoin d'ajouter une autoroute. Est-ce que Fontenay-le-Comte avait besoin de La Rochelle? Non. Est-ce qu'on avait besoin de trains et de bus entre La Rochelle et Fontenay-le-Comte? Oui. Il y a beaucoup de gens du Marais Poitevin et donc de Fontenay-le-Comte qui travaillent à La Rochelle. Donc là, il y avait besoin. Mais on avait supprimé le train. Il n'y a plus de train. Comme on a fait... donc il n'y a plus de gare à Fontenay-le-Comte. Donc plus de gare. Et les bus, on a dit oui, mais non, mais la route n'est pas belle, il faut faire une autoroute. Là, on est dans la bêtise des années 70, en fait. Donc là-dessus, on n'a pas eu beaucoup de craintes, puisque nous, au parc, on nous avait demandé des expertises sur l'impact de l'autoroute sur le Marais Poitevin. C'est simple, je vous l'ai dit tout à l'heure, on écoule de l'eau de la Vienne et puis ça descend jusqu'à la baie de l'Aiguillon, puis vous passiez un merlon de terre, là, comme ça, il y a une butte qui allait couper l'eau. Donc là, un problème allait se poser. Les inondations, c'est pas pour rire. Quand il pleut chez nous, il pleut bien. Donc, on était à peu près certain que ça ne se ferait pas. Bon, ça a traîné, mais les élus y ont cru jusqu'à l'année dernière. Hein. Alors, quand je dis les élus, c'est plutôt les élus d'un certain âge, ceux qui avaient voulu l'autoroute dans les années 70 et qui ne se déjugent pas. C'est difficile de se déjuger. Donc, ça répond à votre question, mais elle ne se fera plus. Hein. D'ailleurs, de vous à moi, aucun camion n'aurait pris cette autoroute. Ah bah oui. Enfin, sur les dernières années, ils ont fait un peu semblant quand même. Oui, alors 2 questions, l'une à M. Ruiz et l'autre à M. Elary. La première, vous avez parlé tout à l'heure d'Auvert Tourisme. Qu'est-ce que vous pensez de ces sites de substitution qui sont créés en ce moment? Je prends un exemple. Vous avez Giverny en Normandie et actuellement, Thierry Huot, le fondateur de Terra Botanica, est en train de vouloir créer un Giverny bis à Temple-sur-Lot
puisque c'est là-bas que Monet a trouvé ces fameux nénuphars, dans le but de désengorger Giverny, mais aussi d'attirer les touristes qui sont pléthores sur la côte aquitaine pour aller vers l'intérieur des terres. Donc ça, c'est ma première question. Deuxième question, que pensez-vous du label UNESCO pour le Marais Poitevin? Pendant un temps, Michel Prats d'ICOMOS France avait travaillé là-dessus, elle avait monté tout un dossier, et ce dossier n'a jamais abouti. Pourquoi? Est-ce que c'était une volonté des élus locaux? Est-ce que le label UNESCO n'était pas intéressant? Ou voilà, pourquoi? Sur la première question. Sur la première question, disons que sur Giverny bis, je ne connais pas ce projet. Je connais Giverny, qui est effectivement un centre d'attraction. Je ne sais pas si c'est de l'overtourisme, Giverny. C'est certainement un espace très très fréquenté, mais c'est un espace très bien organisé. Pour ceux qui sont allés, ils ont pu voir comment se fait. Alors, évidemment, il y a toujours la question des parkings, de l'accessibilité, mais ensuite, la circulation est faite. Giverny bis, je ne peux pas vous dire. C'est peut-être parce que tout simplement, c'est une bonne astuce pour faire une activité supplémentaire sur un territoire. Mais je vous prendrai un autre exemple qui n'est pas de l'overtourisme, mais qui est une nécessité. C'est la SCO4. Les gens viennent voir un fac-similé. Mais entre ça ou ne rien voir du tout, est-ce que c'est condamnable? La question, c'est plutôt comment on le fait, comment on le propose, si c'est fait scientifiquement. Je n'ai pas vu le dernier LASCO, mais j'ai eu la chance de voir le vrai, à une époque où on pouvait encore le voir. C'est quelque chose d'absolument magnifique. Et priver les gens de pouvoir se rendre compte de ce que c'était que ce magnifique espace, si on le reconstitue d'une manière qui soit pas simplement, comme disait Yann tout à l'heure, des ersatz de quelque chose mal fait dans lequel il n'y a aucune présentation, aucun enrichissement, c'est sûr que ce n'est pas intéressant à faire. Mais par contre, si vous avez une dimension scientifique, ce qui dans le cas de la SCO4 a été fait, si deuxièmement ça a été fait avec vraiment un souci du détail, comme on m'a dit que c'était le cas, avec des explications qui vont avec, les gens qui sortent de là n'ont pas de raison de ne pas être contents d'y être allés. Alors, overtourisme, moi, là, dans ces cas-là, ce n'est pas l'overtourisme, c'est plutôt le problème de la capacité d'accueil. C'est-à-dire, vous savez, la capacité d'accueil qui a été définie par l'OMT, c'est la quantité de gens qui peuvent visiter en même temps l'espace sans détruire l'espace. Là, on est quand même dans des espaces qu'on peut, j'aurais tendance à dire, réguler. L'overtourisme, pour moi, c'est plutôt lorsque vous arrivez dans un endroit où les habitants du lieu ne sont plus chez eux. Voilà. Alors, c'est plutôt des espaces... Bon, pour moi, l'overtourisme, c'est Venise et les paquebots, avec toute la destruction que ça implique. C'est dans des îles comme en Thaïlande ou autre, etc., vous voyez défiler des hordes de touristes pour des populations qui sont 10 fois moins nombreuses. C'est... J'allais dire, non, c'est pas l'overtourisme, c'est du tourisme. Le bassin d'Arcachon, quand vous multipliez par 10 la population, à l'été que vous ne pouvez plus circuler. Certains week-ends, ça peut l'être quand même. Vous ne pouvez plus circuler. On ne peut pas interdire aux gens de venir. Bon, la question, c'est de s'organiser. Non, l'overtourisme est quelque chose qui, pour moi, et j'en reviens à votre question, est quelque chose qui est bien sûr condamnable d'une manière générale, mais la question c'est qu'est-ce que c'est que l'overtourisme et à quel moment est-on dans l'overtourisme? Moi je considère que par exemple aujourd'hui, dire, comme le dit le ministère en charge du tourisme en France, il faut qu'on aille à 100 millions de visiteurs étrangers, je
je vous rappelle quand même que le tourisme étranger, c'est même pas 25% du tourisme total en France, parce que le reste, c'est les Français qui le font. Hein. Quand même, c'est du tourisme domestique. Donc, c'est nous. Bon. Je dis, est-ce que nous sommes en mesure de supporter 100 millions de visiteurs? Oui, certainement. Mais est-ce que c'est une finalité? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux? Enfin, moi, je ne suis pas contre le fait. À un moment, j'ai travaillé en tant que professionnel dans le tourisme privé, je veux dire par là, pas simplement en tant qu'aménageur. Il y a un bilan à faire, il y a des recettes. Vous dites aux hôteliers, bon, il faudrait quand même que vous ralentissiez un petit peu. Enfin, tout le monde a envie d'avoir des gens qui viennent. La question, elle est à quel moment ça dénature l'espace, le lieu, ce dont parle Yann sur l'esprit des lieux, à quel moment les habitants se sentent plus vraiment chez eux. Et donc, c'est quelque chose de très, très variable. Très variable suivant l'endroit où on se trouve. 30 millions de visiteurs sur la région parisienne, ça ne fait pas grand-chose. Hein. Enfin, c'est pas que ça ne fasse pas grand-chose, n'exagérons pas. On les voit bien, les touristes. Enfin, ça ne gêne pas la vie des Parisiens de ce côté-là. Vous voyez, quand vous êtes à New York et vous savez que vous avez je ne sais plus combien de millions de touristes qui viennent à New York, ça n'empêche pas la ville de vivre. Ça demande, certes, ça fait parfois des embouteillages, mais quand le périphérique de Paris est saturé à 6 heures du soir, ce n'est pas les touristes. Hein. Ils perturbent Montmartre. Ça, c'est sûr que quand vous habitez à Montmartre, ça, par contre, vous êtes dans l'ouverturisme total, cet endroit-là. Mais bon, c'est des cas particuliers, c'est des lieux emblématiques. C'est difficile de gérer ça, mais ce n'est pas pour ça que vous allez l'empêcher, parce que ça fait vivre des tas de gens autour, quoi. Sur la nature, pour revenir à la nature sur l'ouverturisme, c'est beaucoup plus contraignant. En fait, l'ouverturisme, c'est quoi? C'est tout simplement le tourisme de masse concentré sur un lieu particulier, hein, avec des gens qui le demandent. Moi, je vous pose la question, est-ce que si vous êtes des adeptes de croisière, excusez-moi de vous le dire comme ça, mais quel intérêt vous trouvez à aller sur un paquebot qui accueille 4 ou 5 000 passagers dans des espaces qui ressemblent à des cités, hein, à des immeubles de cités de banlieue? Moi, je veux bien que c'est parce qu'ils se baladent sur la flotte et qu'ils s'arrêtent dans des îles dans lesquelles vous ne pouvez d'ailleurs pas descendre, vous ne descendez pas, parce que vous avez tout à bord. Je veux dire, excusez-moi, ça n'a pas grand intérêt de ce côté-là. Il n'empêche que c'est ce que demandent beaucoup de gens et que ça se développe. Et c'est au-delà des déchets que ça produit ou que ça peut faire, c'est moins gênant que d'avoir aujourd'hui un développement de produits touristiques dans le passage du Nord-Ouest, avec des croisières qui commencent à aller au pôle Nord. Et ils ne sont jamais que 3 ou 4 000, parce que ça coûte horriblement cher. Ça, c'est plus perturbateur. Voilà. Je n'ai pas répondu complètement à votre question, parce que je ne connais pas Giverny-Bis, mais je dirais que l'overtourisme, effectivement, c'est quelque chose qui nous guette aujourd'hui, avec le développement des moyens et l'accession de certaines classes sociales dans des pays en développement. Merci. Monsieur Hilary, sur la deuxième question qui vous était posée. D'abord, parce que je ne vais surtout pas obéir tout de suite pour aller sur Lascaux. Lascaux, tu as dit l'essentiel, mais le grand site, c'est la vallée de la Vézère. C'est-à-dire que Lascaux est la grotte. Il fallait la protéger, sinon elle serait détruite aujourd'hui. Donc ça aussi, par contre, l'esprit des lieux qu'on avait dans la grotte de Lascaux d'origine et celui que vous avez dans Lascaux 4, si vous avez connu la première, vous trouvez que l'esprit des lieux n'est pas là. Et pourtant, pour la vulgarisation des choses, parce que est-ce que c'est un lieu magnifique, bien construit, bien fait? La réponse est oui. Et si ce lieu permet de voir l'ensemble de la vallée de la Vézère, avec toutes les activités qui vont avec, le canoë, c'est vraiment alors pour le coup, là vous pouvez encore loger du monde pendant des années. C'est jamais la foule, quoi. Donc ça reste quelque chose d'intéressant. L'UNESCO. Alors l'UNESCO, ça répond à des règles, tout bêtement.
La France j'allais dire ne labellise, non, ne décide qu'un site peut être présenté à l'UNESCO, ne présente qu'un site par an. Donc déjà, ça limite pas mal. Il y a pas mal de candidats. Alors il y a différents classements UNESCO, hein, mais restons sur ce qui nous intéresse. Le Marais Poitevin, donc dans les années fin 2000, au moment de la labellisation Grand Site, les deux présidents de région, qui étaient Jacques Auxiette pour les Pays de la Loire et puis Ségolène Royal, qui sont les deux régions du Marais Poitevin, avaient décidé d'un classement UNESCO. Donc Michel Prat, évidemment, est venu. Moi, je travaille avec elle depuis beaucoup d'années. A trouvé que c'était quelque chose qui était tout à fait intéressant. Mais ça suppose qu'il y a un certain travail, comme les opérations Grand Site, qui se fassent quand même. Et le classement n'était pas mûr. C'est pas parce que c'est un site magnifique et qu'il peut devenir grand site de France que pour autant que ça soit un site mondial avec encore une fréquentation supplémentaire de 30%, comme je disais tout à l'heure, sur un site UNESCO, ça reste quelque chose auquel il faut réfléchir avec calme et puis longueur de temps, comme disait La Fontaine. Parce que ça reste un label prestigieux, certes, mais est-ce qu'on en a besoin? On est parc naturel régional, grand site de France et destination européenne d'excellence. Celle-là, on ne la connaît pas bien, et c'est la Commission européenne qui donne alors définitivement un label à un territoire de destination touristique remarquable. Et ça suppose beaucoup de critères, dont la maîtrise de la fréquentation, la conservation du patrimoine, l'esprit des lieux et tout ça. Donc on a les trois labels. Bosser aussitôt sur un quatrième, alors qu'on avait eu, j'allais dire des années de guerre, il ne faut pas exagérer non plus, mais quand même de conflits pour récupérer le label parc, parce que pour faire voter à 75 communes à l'époque la charte et obtenir l'unanimité, ça a juste été fait 2 fois et 2 échecs. La 3e fois, on a réussi à passer. Et aujourd'hui, il n'y a que des communes qui ont rejoint le parc. C'est-à-dire qu'on est proche des 100 communes aujourd'hui. 93 ou 94, parce que certaines ont fusionné. Sinon, on était à 100 communes. Donc, on voit bien qu'avoir un label, le label UNESCO, c'est surtout pas abandonné. Ça continue à travailler, le parc continue à travailler dans ce sens-là. Et le label UNESCO viendra. Probablement qu'on aura Ramsar, qui est la protection des zones humides, avant. Ramsar, c'est aussi un label qui, a priori, ne sert à rien. Il n'a même pas de contraintes. On constate que c'est une zone humide et qu'elle a des qualités telles qu'elle peut être classée zone Ramsar. Ramsar, du nom d'une ville de Turquie ou de Syrie, je me rappelle. Turquie. Je crois que c'est la Turquie. Je crois. Où a été signée cette convention internationale. C'est pas difficile à avoir, mais au fond, si on n'y met pas du fond derrière, si on ne met pas des choses derrière, c'est pas très intéressant. Et il faut que ça soit tout le territoire qui s'y mette. Donc les élus, les habitants, que tout le monde y trouve son compte. Je préfère aujourd'hui travailler sur les labels bio pour les campings, les hôtels, les restaurants, les cantines des villages. Parce que un village de 200 habitants avec un maire qui fait 70 heures par semaine, qui fait tout, presque tondre les pelouses et tout le reste, et qui a un demi-poste par semaine de secrétaire de mairie, il n'y a pas beaucoup de moyens. Dans le temps, il y avait l'équipement départementalisé dont le chef d'équipe de l'équipement servait de service technique à ces petites communes. Quand ça a été décentralisé, ça s'est abandonné, l'équipement n'a plus fait que les routes, la voirie. Et donc, quand on a un parc, les communes se tournent vers le parc. Vous savez, tout est affaire d'organisation en réalité. Si ce pays avait cessé d'avoir autant de paradoxes dont je parlais au début, et qu'on passe beaucoup plus de temps à s'organiser au lieu de s'engueuler, puisque quand même, on passe un peu notre temps à ça, quoi. C'est le village d'Astérix tout le temps. Et quand vous êtes sur le Marais Poitevin et que vous voulez faire voter une charte où chaque virgule est pesée, et que c'est un document qui fait, je sais pas 200 pages, et que chaque conseil municipal doit voter et qu'on doit obtenir l'unanimité à un moment donné,
Bien sûr qu'il faut de la ténacité, puis il faut de la longueur de temps. C'est presque aussi compliqué que le Brexit, mon truc. Moi, si vous me permettez, je voulais brièvement, sur l'UNESCO, parce que je suis quand même originaire d'une région qui s'appelle Carcassonne. Donc, comme tout le monde connaît la cité de Carcassonne, qui est classée au patrimoine mondial. Moi, je suis toujours très réservé sur le classement UNESCO, parce que c'est vrai que c'est prestigieux, c'est vrai que ça donne une visibilité, mais alors, question conservation de l'esprit des lieux, hein, vous pouvez toujours repasser, hein, parce que quand vous voyez débarquer, parce que ça a cet effet-là, c'est-à-dire dès qu'il est classé à UNESCO, vous voyez, chez nous, à Carcassonne, on a, depuis qu'il a été classé, une ligne régulière aérienne qui vient du Royaume-Uni, qui amène des touristes toute l'année. Aujourd'hui, vous voulez rentrer. Alors là, il y a de l'ouvert-tourisme. Moi qui ai connu, puisque je suis là-bas, la cité de Carcassonne qui était réservée aux habitants, c'était un peu égoïste de dire comme ça. On s'amusait dans les fossés, etc. Aujourd'hui, c'est terminé. Hein. Et puis, on n'en est pas à la noix de coco fabriquée en Chine au niveau des commerces, mais là où il y avait de vrais commerces avec des petits artisans, puisque Carcassonne, la cité de Carcassonne, c'était quand même un petit village. Aujourd'hui, ce n'est plus que de la boutique pour touristes, avec donc et plus toutes les contraintes patrimoniales, parce que quand vous habitez autour, il faut y penser, vous n'avez plus le droit de faire grand-chose si vous êtes dans une zone urbaine. Chez nous, quand vous voulez toucher à une tuile sur un toit, il vous faut l'avis de l'architecte des bâtiments de France, qui en général vous le refuse. Donc vous avez des gouttières. À Poitiers aussi, vous savez. Bien, écoutez, non, c'est pour ça que je ne suis pas contre le classement à l'UNESCO, mais il faut quand même bien réfléchir au cahier des charges que ça implique par derrière pour les habitants. Voilà. Je dis ça d'expérience vécue. Merci pour ces précisions. Désolé de devoir arrêter ces échanges si intéressants, mais on a une contrainte de restitution de la salle à 22h30. Merci pour votre participation, Monsieur Hilary, Monsieur Ruiz. Merci également à l'Espace Mendès France de nous avoir accueillis une fois de plus pour ce festival. Et merci à vous, public, d'être venu et d'avoir participé aussi activement. Et puis, le festival se poursuit jusqu'à dimanche, donc n'hésitez pas à venir aux manifestations qui vont avoir lieu demain et après-demain. Merci, bonne soirée, à très bientôt. Au revoir. Merci.